Rachid, j'ai préféré te recevoir ici pour le calme. Les enfants sont en vacances. Et ici, je crois que nous pouvons continuer calmement notre entretien. La fois passée, on a parlé de deux choses à propos de femmes, deux droits. À propos de femmes, oui, sur la polygamie et sur le voile. Aujourd'hui, je voulais ajouter quelque chose qui à mon avis, est très important. Ça va? Comme d'accoutumé, Bismillah, louange et gloire à Allah, que la paix et le salut soient sur les sceaux des prophètes, sa famille, ses compagnons ainsi qu'à tous ceux qui les suivent. Je suis vraiment flatté, très heureux de fouler mes pieds dans ta maison, et surtout pour la pertinence et pour l'importance dont vous accordez à notre discussion. Je suis très flatté pour le débat, pour le sujet que vous allez soulever tantôt. Et comme ça, nous allons clore ces fichiers et passer à autre chose. La première chose qui me vient en tête, c'est le rôle de la femme. Pourquoi dans la société musulmane, on interdit à la femme de participer à toutes les activités de la vie? Merci Michel. C'est vraiment une très bonne question. Mon cher ami, quand nous disons qu'il y a une nette différence entre l'homme et l'animal, c'est pour dire que non, au niveau des caractéristiques. C'est-à-dire, l'homme a des caractéristiques, les objectifs et les intérêts qu'il poursuit, qui sont nettement différents des caractéristiques, des intérêts, tout comme des objectifs que poursuit un animal. Nous constatons par exemple que l'orientation sexuelle est beaucoup plus grande chez les humains que chez les animaux. Ça, c'était juste une parenthèse. Sur le plan biologique, Michel, nous constatons qu'il y a une nette différence entre l'homme et la femme sur tous les plans, des organes externes jusqu'aux organes internes. Et les cellules qui composent la femme sont des natures féminines. Et la structure même de son corps, disons, la structure de sa forme musculaire est différente de celle de l'homme. Et si vous voyez sa structure organique, la femme a été créée, préparée pour la procréation. Et vous constaterez ensemble avec moi qu'il y a un cycle évolutif. Plus et la femme grandit, à un certain âge, il y a augmentation des hormones dans son organisme qui vont faire apparaître certains organes, qui vont la préparer directement à cette fonction. Vous verrez l'apparition de la menstruation, bien sûr, et ainsi de suite. Et quand viendra maintenant l'étape de la grossesse, du développement de la grossesse jusqu'à l'accouchement, vous conviendrez ensemble avec moi qu'elle a été préparée pour être apte sur le plan psychologique, sur le plan mental, voire même ses humeurs. Entre les deux créatures, vous trouverez qu'il y a une nette différence. Une nette différence entre l'homme et la femme. Chez l'homme, vous constaterez qu'il y a une dureté et le courage. Entre-temps, chez la femme, il y a la modestie et l'affection. Un instant, Rachid. Il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. J'ai lu quelque part que avec la chirurgie esthétique, on pouvait transformer un homme en femme et vice-versa. Que peux-tu me dire à propos de ça? Tout acte
Michel, visant à perturber l'ordre établi par le Créateur, bien sûr Dieu, est de nature à violer cet ordre. Et c'est une loi contre nature. Prenons par exemple, soulevons un point. Là, on s'écarte un tout petit peu de la religion. Un concepteur, un sculpteur préfère donner cette télé une forme selon la conception. Et le concepteur que nous prenons ici, c'est Allah le Créateur. Et quand il constate que non, cette belle créature qu'il avait créée, qui est l'homme, qui a placé sur la planète Terre pour les gérer, l'exploiter et les développer, et non de la corrompre. Et quand cette créature parfaite, qui a été créée parfait à son état originel, son concepteur croit que non, il y a une corruption qui vient l'habiter. La personne se dit non, Seigneur, la forme que tu m'avais donnée ne convient pas. Voilà, je vais me métamorphoser moi-même. Tu comprends comment, d'où vient cet acte contre nature? Il commet le plus grand péché qu'on appelle le péché de l'existence. Et aussi, la chirurgie esthétique n'est pas, a aussi ses points forts. S'il s'agit de réparer une malformation congénitale. Par exemple, quand l'enfant naît avec ce que les médecins appellent bec de lièvre, ou gueule de loup, par exemple. Michel, vous avez compris par là que le Créateur n'avait pas tort de créer les deux sexes. Chacun a une mission spécifique sur la terre. En créant les deux sexes, le Créateur visait une chose. C'est la famille. Sois sûr que la famille est la forme naturelle, sociale de l'être humain. Et nous pouvons clarifier les rôles et la fonction de chaque individu dans cette forme ou cette entité. Et c'est un rôle en rapport avec les objectifs de la nature de cette unité. Nous les plaçons où c'est en rapport avec les moyens et la capacité de tout un chacun entre les deux. À vous entendre parler, Rachid, je peux facilement comprendre que au sein de la famille, le rôle de la femme se limite, hein, à apporter de l'affection, hein, la sérénité, s'occuper du mari et des enfants. Exactement. Le rôle de l'homme étant de fournir à la famille toutes les nécessités de la vie. Et aussi l'homme doit s'exposer aux difficultés et ainsi qu'aux épreuves que son rôle demande dans les foyers. Mais, Rachidi, tu ne trouves pas que ce point de vue-là nous fait perdre la moitié de la capacité de la productivité de la communauté? Contrairement à ce point de vue, nous fait gagner la société tout entière. L'homme et la femme doivent évoluer chacun dans son domaine et son environnement approprié. Vous voyez, Michel, l'homme cherche à faire le travail de la femme et la femme s'efforce de faire ce que l'homme doit faire. Et c'est toute la société tout entière qui devient malheureuse. Qui s'occupera de la garderie des enfants, des charges de la maison? Dans la société occidentale, j'ai l'impression, Rachid, que on a trouvé une solution à ce problème. Pendant que la femme est au service, parce que ayant fait les mêmes études que son mari, par exemple, à la maison, on peut faire appel au service
d'une bonne qui remplit les mêmes tâches que la femme et qui l'aide en partie. Dans un foyer, Michel, on a besoin d'une mère tendre, une travailleuse active au service de son foyer, une mère aimable. La société occidentale a cherché par tous les moyens, cherché à combler ces vides, à combler ces trous-là que vous appelez, on a cherché une bonne. Est-ce qu'elle jouera réellement exactement? C'est pas mauvais d'avoir une bonne ce soir à la maison. Est-ce qu'elle va accomplir les mêmes devoirs que celle de la propriétaire des enfants? Et vous constaterez que non, on prend une personne qui n'est pas adaptée à remplir exactement ses rôles, on lui confie un rôle qui n'est pas le sien. Est-ce que va-t-il s'acquitter favorablement, positivement? À 100%, tu es sûr? Alors, qu'est-ce que nous constatons maintenant comme aléa, comme conséquence à ces services? Nous avons constaté dans la société africaine plusieurs cas. Prenons l'exemple des sorcelleries. Par exemple, ici chez nous, une telle mère ayant laissé la responsabilité de ses enfants à telle qui a pu nuire à ses propres enfants. Vous voyez les résultats? Et les femmes qui vont au service, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une multiplicité de femmes qui créent un encombrement accablant des femmes par rapport aux hommes dans les milieux de travail, à l'extérieur de leur maison. Et cet encombrement aboutit à une vulnérabilité des femmes face aux hommes, qui les conduit à l'harcèlement, au viol, au crime commis contre elles. Cela veut dire, Rachid, qu'en parlant de la femme, du rôle de la femme plus précisément dans la vie, on pourra dire tout simplement que ce rôle est essentiellement familial. Et puis, en détachant la femme du travail de l'administration, des sociétés, des entreprises, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une discrimination de l'homme contre la femme? Moi, j'aurais même préféré... Bon, je pouvais même te poser la question. Et chez nous, on organise des écoles maternelles. Doit-on confier une école maternelle, la gardienne là, à un homme ou à une femme? Michel, la tutelle n'est pas la discrimination des hommes contre les femmes, mais elle relève de l'organisation de l'institution sociale qu'on appelle la famille. Dans chaque institution bien organisée, l'institution doit déterminer les rôles et la fonction de chaque membre. S'il faut parler de potentiel, on prend la famille d'abord comme une institution. C'est pas parce que M. Michel est administrateur, directeur général de l'entreprise X qui signifie que M. Michel a plus de compétences par rapport à ses subalternes. Et nous voyons très souvent dans la vie pratique qu'une institution ou une entreprise peut imposer quelques restrictions sur les membres pour les intérêts supérieurs de l'entreprise. Et qui impose ces intérêts? C'est la haute direction ou les administrateurs de l'institution. Par exemple, ils peuvent imposer un uniforme spécifique ou l'engagement de procédures de sécurité spécifiées et peut imposer la pratique de l'exercice spécifié ou les empêcher de quitter le travail et de sortir de l'entreprise sans autorisation. Vous verrez par exemple dans notre société, dans le code du travail, vous verrez qu'il est dit, si vous êtes mécanisé dans une société de l'État, le code du travail te défend d'exercer des emplois de suite.
ce même état. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous occuper d'autre chose en dehors de votre travail. Et c'est bien spécifié dans les contrats que vous signez avec cette institution. Et sur ces restrictions de travail. Si vous allez à l'encontre de toutes ces mesures, on résilie carrément votre contrat. Tout ceci est connu, Michel. Et personne ne fait attention à ces restrictions. Que tu ne peux pas avoir des fonctions de travail dans un même état. Michel, pourquoi ne qualifie-t-on pas toutes ces restrictions d'oppression ou de discrimination des travailleurs par les institutions? Pourquoi a-t-on aujourd'hui diversifié les ministères au sein d'un gouvernement? Ministère des Affaires étrangères, ministère des Affaires sociales, ministère des Finances, ministère des Budgets, ministère ainsi de suite. C'est pour te dire qu'aucune institution ne peut exercer un pouvoir qui n'a pas de rapport avec ses responsabilités. Et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un ministère qui peut exercer, un ministère ou une institution pouvant exercer un pouvoir qui n'a pas de rapport avec ses tâches ou ses responsabilités. Par exemple, on vous dit que nous voilà aux finances, on traite les problèmes des mines. Ne pouvant pas perturber l'ordre divin, il en est de même pour l'institution de la famille. Pour que cette dernière réussisse, il doit y avoir un système de vie pour les deux partenaires. Et il y a des ordres et des interdictions dans ce système. L'institution de la famille doit avoir un commandant et que ses pouvoirs sont en rapport avec ses responsabilités. L'institution de la famille doit avoir à sa tête un commandant et il y a un pouvoir qu'il doit exercer en rapport avec ses responsabilités. Et notre commandant doit avoir la capacité d'être décisif lorsque les opinions divergent. Mais il est également essentiel que l'application de ce système et l'utilisation de ces pouvoirs soit à la lumière de la base de la vie familiale que nous appelons le dialogue. Là, l'amour et la compassion atteignent son objectif dans les foyers. Bon, et s'il en est ainsi, pourquoi la gérance est sur l'homme et non sur la femme? N'est-ce pas là la tendance de l'inégalité? Michel, j'ai beaucoup de réserves sur l'utilisation de ces mots. Inégalité. Moi, au contraire, je souhaiterais beaucoup plus utiliser de préférence le mot justice. Je vais dire seulement l'égalité et la justice existent bel et bien en droit. Moi, j'aimerais te parler précisément de la répartition des rôles et servir les fonctions sociales de la manière qui convient à la capacité de chaque individu et la chose pour laquelle il est destiné. Nous avons dit que dans l'institution familiale, l'homme et la femme sont créés différemment. La configuration de chacun, de la manière dont il a été créé, est adaptée à différentes fonctions sociales. Et n'oublie pas qu'en échange de la tutelle accordée à l'homme, il y a des charges et des coûts qui ne sont pas imposés sur la femme. Alors, en ceci, et c'est censé, et c'est pour te dire que non, vous conviendrez avec moi en ceci, que la tutelle est plutôt une charge qu'un honneur. Elle a chargé l'homme d'une responsabilité privée, et ceci nécessite l'adoption de prudence et de patience. Et ne pas se précipiter à prendre la décision. Et également, ceci ne signifie pas la confiscation du point de vue de la femme, ni du manque d'estime sur sa personnalité. La femme n'est pas adaptée pour des tâches sociales aussi grandioses, parce que les femmes, comme l'a dit notre prophète Mohammed, et que la paix soit sur lui, manquent de raisons. Michel, la femme n'a pas été créée et n'est pas adaptée pour exercer de telles lourdes charges sociales. Et comme l'a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, la femme manque de raisons. Manque de raison?
Mais c'est un point de vue d'infériorité pour la femme. La femme a prouvé sa supériorité, sa force scientifique, qu'elle n'est pas aussi moindre que l'homme dans les tests d'intelligence. Michel, ce qui est étonnant est que la plupart des gens à qui j'ai parlé de cet hadith du prophète l'ont compris dans le même sens là que tu viens de le comprendre. La cervelle ou le cerveau dont on parle dans cet hadith n'est pas l'intelligence. Il s'agit alors de quoi? La cervelle dont il s'agit de la capacité à pouvoir contrôler les choses dans l'estimation réelle. Ce qui aide à prendre la bonne décision en temps de crise et dans des circonstances critiques. En d'autres termes, c'est contre l'émotion et la tendance à la fantaisie. Et personne ne nie que la femme a cette tendance-là et se penche beaucoup plus sur l'émotion. Elle est beaucoup plus influencée par elle par rapport à l'homme. C'est la nature psychologique de la femme. Et aussi son rôle social doit être proportionnel à cette nature. Et peut-être qu'il est de la nature aussi le fait de restreindre les pouvoirs de la femme, de ne pas mettre fin à la structure familiale par les divorces. Voyez-vous, Michel? Si nous parlons de l'oppression de la femme et de la perception de son infériorité, pourquoi ne parlons-nous pas de son héritage? Et pourquoi son héritage est-il la moitié de celui de l'homme? C'est vraiment une très bonne question. Michel, premièrement, ce n'est pas dans tous les cas que la part de la femme dans l'héritage doit être nécessairement la moitié de celui de l'homme. Deuxièmement, la dignité humaine ne nécessite pas qu'il lui soit accordé les mêmes droits accordés à tous les autres. Et pourquoi? Michel, la justice n'exige pas l'égalité dans tous les cas. Mais l'égalité reste nécessaire lorsque les situations correspondent aux circonstances. C'est-à-dire? C'est-à-dire la nature de la femme et son rôle dans la société doivent être prises en compte. Et cela revient à dire que non, il faut équilibrer ses droits ainsi que ses devoirs. Dans la question d'héritage, Michel, j'attire votre attention, suivez-moi très bien. Dans la question d'héritage, la part qu'obtient la femme est à elle seule. Je dis bien à elle seule. Tandis que la part que reçoit l'homme, il les partage avec sa femme, avec ses enfants, avec ses frères et sœurs s'ils ne sont pas mariés, ainsi que ses parents, d'où il est chargé de dépenser sur eux. En plus qu'il offre à la femme un poulain ou un don, il est tenu à fournir le domicile conjugal, son ameublement. Il doit supporter toutes les dépenses de la maison, de la femme comme des enfants. Il n'a pas le droit de l'obliger à travailler. L'homme n'a pas les moindres droits dans la caisse de son épouse ni sur ses biens. Alors que la femme profite complètement de l'indépendance de sa responsabilité financière. Vous conviendrez alors avec moi que c'est un droit que les femmes occidentales ni de chez nous n'ont pas droit. Là, j'ai compris. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans les fichiers que tu aimerais qu'on discute? Oui, la question du divorce. Mais je pense qu'on peut remettre ça au lendemain. Hein? Question de se reposer un peu. Ok, à demain, avec plaisir. Je reste à votre entière.